Connaissez-vous le problème des généraux byzantins? Non, non, vous ne vous êtes pas trompé de vidéo, ne zappez pas tout de suite, on va bien parler du Bitcoin, un peu de patience. Ce problème informatique a été énoncé pour la première fois par Leslie Lamport en 1982. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'est le problème qu'a résolu le Bitcoin lors de sa création en 2008. Du coup, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est tout d'abord qu'est-ce que c'est que ce problème des généraux byzantins et en quoi le Bitcoin offre une solution. On verra ensuite comment fonctionne le Bitcoin. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas informaticien, je ne vais pas rentrer dans les lignes de code pour vous expliquer tout ça. Et au final, le plus important, est-ce une bonne idée d'investir dans le Bitcoin et les autres cryptoactifs? Avant qu'on se lance dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aidera grandement le développement de la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Allez, et maintenant, c'est parti! Alors, qu'est-ce donc que ce problème des généraux byzantins? En fait, c'est un problème qui se pose lorsqu'on a un système distribué, c'est-à-dire qui n'est pas centralisé. Alors, pour commencer, quelle est la différence entre un système centralisé, décentralisé et distribué? Un système centralisé est un système avec une source unique de décision, tous les autres acteurs étant des exécutants. Un système décentralisé, lui, comprend toujours une source principale, mais possède également des acteurs secondaires qui peuvent prendre des décisions à leur niveau. Un système distribué, quant à lui, n'a plus cet aspect hiérarchique. Tous les acteurs sont au même niveau. Ils peuvent tous donner des informations et exécuter des travaux. La difficulté d'un système distribué, c'est que justement, tout le monde peut parler à tout le monde, en tout cas à plusieurs personnes. Il y a donc une difficulté à authentifier une information parce qu'il n'y a pas qu'une seule source. Pour illustrer ça, Lamport a imaginé des généraux byzantins assiégeant une cité. Ils doivent se coordonner le soir pour attaquer le lendemain matin tous ensemble. Le seul moyen à leur disposition, c'est de faire porter des messages par un de leurs soldats. Le problème, c'est que certains généraux ont été corrompus par l'ennemi et essayent de faire échouer l'attaque en diffusant un faux message qui dit de lever le siège et de battre en retraite. Le but est donc de s'assurer que les faux messages ne l'emportent pas sur les vrais messages. C'est-à-dire qu'il faut un moyen pour identifier que ce sont de faux messages. On pourrait aussi se dire qu'on élimine la source des faux messages, autrement dit les généraux corrompus. Mais tout d'abord, on n'est pas sûr de pouvoir les identifier facilement, et ensuite on part du principe qu'il y aura toujours des traîtres et des généraux corrompus. Il vaut donc mieux s'attaquer à leurs faux messages plutôt qu'à eux-mêmes. Là, on a vu un exemple avec 8 généraux. Mais imaginez ce qui peut se passer avec 100, 1000, 1 million de généraux. Du coup, comment peut-on s'assurer que les traîtres ne vont pas compromettre le plan en faisant de la désinformation et en envoyant de faux messages? La solution? Très simple. Les généraux créent un registre dans lequel est inscrit chaque message transmis. Chaque messager transporte le message de son général et le registre. Du coup, on peut à tout moment vérifier les messages qui ont été transmis avant. Après, c'est une affaire de statistiques. Le message qui est transmis le plus grand nombre de fois est celui qui est considéré comme vrai. Et c'est donc celui que vont suivre et transmettre à leur tour les généraux loyaux. Et c'est comme ça qu'on arrive au Bitcoin. Le but de son créateur était de créer un système financier distribué, indépendant des banques centrales et dont les transactions seraient vérifiées par les utilisateurs eux-mêmes. Si on sait quand le Bitcoin a été créé, en 2008, on ne sait pas exactement par qui. Ou plutôt, on a un nom, Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas s'il s'agit d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce système, le registre des généraux byzantins est appelé la blockchain et regroupe toutes les transactions effectuées depuis la création du Bitcoin. On en reparle juste un peu plus tard. Et tout utilisateur peut télécharger ce registre et accéder à ces informations. Vous-même, si vous le voulez, vous pouvez télécharger ce registre sur votre ordinateur et voir toutes les transactions qui ont été effectuées depuis la création du Bitcoin. Il y a un nombre limité de Bitcoin, qui est de 21 millions. C'est donc une quantité finie, un peu comme l'or ou les diamants. Un jour, on aura tout extrait et plus on avance dans le temps, plus ça devient difficile d'en trouver. Aujourd'hui, plus de 88% des bitcoins sont déjà en circulation. Il reste donc à peu près 2 millions de bitcoins à trouver. On connaît bien le bitcoin, mais il y a aussi les fractions de bitcoin qu'on appelle les satoshi ou sat. Comme promis, on va maintenant parler du registre qu'on appelle la blockchain. Alors, pourquoi blockchain? Comme son nom l'indique, c'est une chaîne de blocs. Comme comparaison, imaginez que cette chaîne de blocs est un classeur et que tous les blocs sont des feuilles sur lesquelles vous écrivez et que vous insérez dans le classeur. Lorsque vous avez rempli votre feuille recto verso, vous la faites vérifier et vous l'insérez dans le classeur auquel tout le monde a accès. Et qu'est-ce que vous écrivez sur ces feuilles? Eh bien, vous écrivez toutes les données des transactions. Le montant, de la part de qui, est-ce qu'il a assez sur son compte, à destination de qui, à quelle date, etc. Un bloc contient en général quelques milliers de transactions, mais il ne peut pas dépasser une certaine taille. Donc en gros, quand votre feuille est remplie recto verso, eh bien, vous n'avez plus de place pour écrire, il faut en prendre une nouvelle. Maintenant, pourquoi parle-t-on de crypto-monnaie? L'aspect cryptographique entre en jeu car la cryptographie est un élément hyper puissant pour comparer des données. Or, c'est exactement ce qu'on veut faire avec le Bitcoin. On veut s'assurer que personne ne fraude en modifiant les données de certaines transactions. Histoire, par exemple, de transformer une transaction de 1 Bitcoin en transaction de 100 Bitcoin. Vous vous rendez bien compte que vérifier une seule transaction et vous rendre compte qu'un 1 a été changé en 100,
c'est possible. Mais vérifier des millions, voire des milliards de transactions, ça va vite être compliqué et on risque de laisser passer des erreurs. Avec la crypto, c'est terriblement facile. Exemple, si je vous demande quelle est la différence entre ça et ça. A priori, pas grand-chose. En tout cas, ça prend un certain temps pour repérer les différences, à savoir l'accent qui manque sur intégrer dans la deuxième et le point rajouté dans la troisième. Si vous utilisez une fonction crypto de hachage, vous allez transformer chacune de ces phrases en un nombre hexadécimal de taille fixe. Et là, on voit tout de suite, sans même étudier en détail, que les nombres sont différents. Pourtant, les changements sont minimes, mais les résultats sont complètement différents. Et c'est ça la force de la crypto. Pour chaque bloc, on va donc créer une empreinte cryptographique à partir de plusieurs éléments. L'empreinte du bloc précédent, le temps écoulé depuis le 1er janvier 1970 à minuit, l'ensemble des transactions du bloc, etc. Ce sont donc ces nombres que les mineurs vont comparer et qui vont être inscrits dans la blockchain. En moyenne, un nouveau bloc est ajouté à la blockchain toutes les 10 minutes. Maintenant, comment vérifie-t-on qu'il n'y a pas de fraude? Revenons à notre classeur avec ses feuilles. Une fois qu'on a notre feuille remplie recto verso, il faut vérifier que ce qui est écrit dessus est correct avant de l'insérer dans le classeur. Avec le Bitcoin, ce sont des ordinateurs qui tournent et qui font la vérification de ces transactions de Bitcoin. On va voir maintenant un tout petit peu plus en détail comment ça se passe. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans la technique. Enfin, pas trop. Mais si vous êtes très intéressé par tout ce qui est Bitcoin et cryptoactifs, je vous conseille d'aller visiter la chaîne d'un autre YouTuber qui s'appelle Asher, qui est absolument excellent dans ce domaine. Je vous mets le lien vers sa chaîne dans la description. Alors, comment se passent ces vérifications? En fait, le réseau vérifie deux choses. Premièrement, que le payeur soit bien en possession des Bitcoins qu'il veut envoyer. Et deuxièmement, que les Bitcoins qu'il veut envoyer n'aient pas déjà été envoyés à quelqu'un d'autre. Tous ceux qui échangent des Bitcoins ont pour chaque transaction une clé publique, une clé privée. Les clés publiques, comme leur nom l'indique, sont accessibles à tout le monde et permettent donc de retracer tout l'historique des transactions d'un portefeuille. Ce qui permet de s'assurer qu'il y a bien les bitcoins nécessaires à la transaction et que ceux-ci n'ont pas été utilisés dans une autre transaction auparavant. Une fois ces premières vérifications faites, votre transaction est inscrite dans le bloc en cours. Un autre avantage du Bitcoin, c'est sa sécurité. La sécurité du Bitcoin vient justement de sa structure en chaîne. Si quelqu'un modifie une transaction et donc un bloc, il faudrait qu'il modifie tous les blocs suivants pour ne pas être détecté. C'est aussi pour ça qu'il faut énormément de calculs avant de pouvoir publier un bloc. On le verra juste après. Ça rend quasiment impossible la fraude parce qu'il faudrait recalculer tous les blocs qui suivent le bloc qui a été modifié. Pour faire simple, lorsqu'un bloc est plein et prêt à être publié, il faut résoudre un problème mathématique. En gros, vous ajoutez un nombre au bloc et vous faites tourner la fonction de hachage. Le résultat doit être inférieur à une certaine limite fixée automatiquement par le réseau et qui s'ajuste en fonction de la puissance de calcul des ordinateurs. Comme on l'a vu, il n'y a aucun lien entre deux résultats une fois la fonction de hachage effectuée. Il faut donc faire plusieurs essais en faisant varier le nombre ajouté au bloc afin de trouver un résultat inférieur à la limite fixée. Quand je dis des essais, ce sont des milliards d'essais. Le premier qui trouve un résultat inférieur à la limite inscrit le bloc dans la blockchain et remporte la récompense. Et oui, il y a une récompense, sinon personne n'aura intérêt à dépenser des milliers de dollars en électricité et en matériel. Le premier qui résout ce problème mathématique et trouve une empreinte inférieure à la limite touche cette récompense qui est payée en Bitcoin. En fait, c'est comme ça que les Bitcoins sont créés. Et pour corser le tout, s'adapter à la puissance de calcul des ordinateurs et ralentir la production de Bitcoin, la récompense est divisée par 2 tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans. La récompense initiale en 2008 était de 50 Bitcoins, elle est aujourd'hui de 6,25 Bitcoins et elle sera de 3,125 Bitcoins en 2024. En plus de cette récompense en Bitcoin, les mineurs touchent aussi des frais de transaction. En gros, pour inciter les mineurs à traiter et vérifier votre transaction, vous pouvez inclure des frais de transaction qui seront versés aux mineurs vainqueurs. En général, ils sont de l'ordre de quelques satoshi. Et bien évidemment, les transactions avec les frais les plus élevés sont traitées en priorité. À la question, est-ce que le minage de Bitcoin consomme de l'énergie? La réponse est oui. Ça fait même partie du principe de preuve de travail. Comme dans une vraie mine, il faut des efforts et de l'énergie pour extraire les diamants. Là, c'est la même chose sous forme électrique. Selon un rapport de Bank of America, les activités de Bitcoin consomment 0,4% de l'électricité mondiale, soit autant que la consommation des Pays-Bas, et émet autant de gaz à effet de serre que le pétrole brûlé par American Airlines. Une étude réalisée par les scientifiques chinois en avril 2021 et publiée dans la revue Nature Communications révèle que plus de 78,9% des Bitcoins
ont été minés en Chine en 2020. A noter que 27% des mineurs sont dans le Sichuan, province avec une forte production hydroélectrique qui émet peu de carbone. En revanche, 43% des mineurs sont dans le Xinjiang où 80% d'électricité est issue de centrales au charbon. Je ne sais pas si c'est cette étude qui a motivé la décision d'Elon Musk de ne plus accepter de Bitcoin pour l'achat de Tesla. En tout cas, son tweet a entraîné une bonne gamelle du Bitcoin au printemps. Pour minimiser l'énergie nécessaire au refroidissement des équipements, certains ont eu l'idée d'installer des fermes dans des régions froides comme en Sibérie. Autre impact du Bitcoin et des activités de minage, celui sur les composants informatiques et notamment les cartes graphiques très utilisées pour leur puissance élevée de calcul. Le Bitcoin a même contribué à la pénurie de cartes graphiques fin 2020, début 2021. Et les nouvelles décisions de la Chine. Si vous ne suivez pas l'actualité des crypto-monnaies, sachez que le gouvernement chinois a décidé de mettre son nez dans le business des bitcoins. Il a ainsi interdit aux banques d'accepter des transactions en bitcoin et il a en même temps interdit aux producteurs d'électricité de fournir de l'énergie aux fermes à bitcoin dans la région du Sichuan. Au passage, c'est dommage parce que c'est la province où la majorité de l'énergie utilisée par les fermes à bitcoin était de l'hydroélectricité. Alors à court terme, cela a fait chuter les cours du Bitcoin, d'autant plus que, comme on l'a vu, les 3/4 des Bitcoins sont minés en Chine, mais il faut tout de même relativiser. Tout d'abord, pour le moment, seule la province du Sichuan est concernée. Ensuite, et c'est toute la beauté du système Bitcoin, la disparition de nœuds n'affecte pas le fonctionnement du système. Également, il est assez simple d'emballer ses cartes graphiques et ses ventilateurs et de déménager dans un autre pays. Pour info, ça c'est déjà fait. De même, et comme la nature a horreur du vide, cette absence d'acteurs chinois peut favoriser le développement d'acteurs qui existent déjà ou au contraire encourager l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Enfin, et parce que le système Bitcoin se régule tout seul, la difficulté de résolution du problème mathématique qui permet de trouver des Bitcoins a été ajustée pour tenir compte de la diminution globale de la capacité de minage du réseau. Pour maintenir le temps de minage d'un bloc à environ 10 minutes, la difficulté de résolution a été diminuée de 28%. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, faut-il acheter du Bitcoin? C'est bien sûr la question que tout le monde se pose. Pour être franc, je vous dirais qu'il est certainement indispensable d'en avoir, mais que le risque est quand même très élevé, parce que c'est quand même l'aventure totale. Le plus raisonnable, c'est d'en acheter aujourd'hui, mais en allouant vraiment une très petite partie de votre portefeuille. Et vous pouvez aussi vous laisser l'opportunité de gonfler un petit peu cette poche en renforçant en cas de repli. Et vous vous demandez sûrement, est-ce que j'en ai? Ah oui, bien sûr, sinon je vous ne dirais pas que c'est une bonne idée. Je suis rentré tard à mon goût, c'est-à-dire en fin d'année dernière, lorsque le Bitcoin était aux alentours de 19 000. Du coup, j'assure quand même encore une bonne plus-value, mais je me souviens que j'étais à 2 doigts de rentrer en 2016 lorsque le Bitcoin était à 1000 $. Et oui, il faut parfois prendre des risques et saisir les opportunités, ce que je n'ai pas fait à l'époque, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme toujours, si vous avez apprécié, laissez un petit pouce bleu, ça aidera vraiment pour le développement de la chaîne. Laissez-moi des commentaires, posez vos questions. Moi, je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des publications de la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, le pouvoir au peuple et la finance aussi.